Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Point Champiculture. J'ai changé un peu le fonctionnement de mon enregistrement. Donc cette fois j'enregistre toute l'émission, enfin tout l'épisode d'un coup. Donc il peut y avoir des bafouillements ou des tics de langage, enfin excusez-moi à l'avance, mais ça m'évitera de... Enfin comme ça je pourrais apporter un peu plus de dynamisme à l'émission, ce qui n'avait été pas le cas dans le premier épisode qui, malgré que beaucoup de gens m'ont félicité pour me dire que ça leur avait appris beaucoup de choses, au final c'était un peu plat. Et je m'en excuse. Donc voilà, cet épisode s'appelle Super Mario Bros 2, une suite bien compliquée. Parce qu'en fait, peut-être que beaucoup d'entre vous pensent tout savoir sur Super Mario Bros 2. Bien entendu, je parle par là de la polémique entre Super Mario Bros USA et Super Mario Bros The Lost Level. Mais, en fait, il y a beaucoup de choses en plus à savoir que moi-même j'ai appris dernièrement. Quand j'ai voulu faire cette émission, j'avais cette idée en tête et je me suis dit tiens, je vais faire quelques recherches pour pour pouvoir vous donner des informations exactes sur ce que je dis. Et en fait, j'ai appris des choses. J'en suis très content. Donc voilà, on va commencer. Donc tout commence bien entendu en 1985 quand Super Mario Bros 1 sort. C'est un succès planétaire. Le jeu se vend par millions. Il se vend beaucoup au Japon et aux États-Unis. Le succès viendra aussi en Europe, mais le jeu ne sortira qu'en 1987 en Europe. Donc pour l'instant, on n'est vraiment que sur les États-Unis et le Japon dans ces régions dans lesquelles le jeu a vraiment marché. Il a vraiment plus marché que n'importe quel autre jeu. Jusqu'à 2008 ou 2009, c'était le jeu le plus vendu au monde. Aujourd'hui, il ne l'est plus, il a été détrôné par Wii Sport, mais donc pendant 20 ans, même 22 ans, il a gardé la place de jeu le plus vendu au monde. Donc en fait, comme tout jeu à succès, ce jeu, il devait avoir une suite. Donc cette suite, Super Mario Bros 2, est assez particulière, parce qu'en fait, il y a 4 jeux autour de ce mythe. Il y en a 4 en fait qui peuvent plus ou moins prétendre au titre de suite de Super Mario Bros. Et aujourd'hui, les fans se disputent beaucoup pour savoir lequel est le vrai Super Mario Bros. Donc, on va commencer par quelque chose d'assez étonnant que j'ai appris il n'y a pas longtemps. C'est qu'il y a eu au départ un prototype de Super Mario Bros 2 qui en fait n'a pas grand chose à voir avec le jeu qu'on connaît aujourd'hui. En fait, tout commence donc en 1985, après la sortie du jeu Super Mario Bros. Il y a Kensuke Tanabe, qui est qui est un game designer et producteur chez Nintendo, qui a travaillé sur un prototype de Super Mario Bros 2. Donc en fait, j'ai trouvé l'information sur un site qui s'appelle WeRed, et donc vous allez voir s'afficher sur votre écran ce que Kensuke Tanabe dans cette interview a dit. Donc c'est en anglais, je vais vous le traduire. Donc en fait, déjà, le Super Mario Bros 2 devait être un jeu au scrolling vertical. Donc je vous rappelle que dans Super Mario Bros 1, le jeu a un scrolling horizontal. On va de gauche à droite. Scrolling vertical, ça veut dire qu'on va de bas en haut, ou de haut en bas. Mais là pour le coup, on peut supposer que c'était de bas en haut. Et qui était jouable à 2 en coopération. Donc voilà, je vais vous traduire ce qui est marqué. En fait, le prototype qui a été travaillé par en gros l'équipe SRD de Nintendo, c'est l'une des équipes de développement de Nintendo, et qui a développé d'ailleurs quasiment tous les Zelda, voulait montrer qu'il était possible de faire un jeu Mario qui pouvait fonctionner en fait, qui pouvait être marrant, sans reprendre exactement les mécanismes du premier jeu, c'est-à-dire en faisant un jeu dans lequel le joueur devait escalader un niveau, donc gravir des plateformes de manière verticale au lieu de marcher horizontalement. Donc ils ont fait le prototype, et Miyamoto, donc game designer du premier Super Mario Bros, et qui était donc game designer en chef de l'équipe de Super Mario Bros 2, a convoqué Kensuke Tanabe et il a essayé la maquette. Donc en fait là, voici ces paroles que je vais vous traduire encore une fois. Le jeu, en gros, la maquette était faite pour que le joueur monte aux 2 tiers de l'écran
et lorsqu'il atteignait les deux tiers de l'écran, le scrolling automatique, enfin, montrait en gros le tableau suivant, enfin la partie suivante du niveau. En fait, c'était pas un scrolling qui suivait en temps réel le personnage comme dans Super Mario Bros. C'était un scrolling en fait qui fonctionnait par tableau. Quand on arrivait à la fin de l'écran, donc aux deux tiers de l'écran, l'écran, comme on dit, la caméra bougeait et indiquait la suite, enfin et montrait la suite du niveau. Donc en fait, en gros le prototype montrait deux joueurs qui devaient sauter pour atteindre le haut de l'écran. Et il y a un détail à propos de cette maquette qu'il faut que vous reteniez, parce qu'elle va servir pour un autre jeu justement dont je vais parler. Mais c'est qu'en fait on pouvait soulever les blocs, enfin les blocs ou des blocs, hein, on n'a pas énormément d'informations vu qu'on n'a pas vu cette maquette en action. Mais en gros on pouvait soulever des blocs et les déposer pour créer des plateformes pour atteindre justement d'autres plateformes trop surélevées. Et on pouvait aussi et surtout prendre l'autre joueur et le jeter. Il n'a rien été précisé sur les ennemis parce que on ne sait pas, il n'y a peut-être pas d'ennemis dans cette maquette. Mais en fait, Miyamoto n'était pas très content de la maquette. Il a relevé deux mauvais points. Déjà, c'était que le concept sur le papier était très bon, mais la NES n'était pas une console assez puissante pour en fait donner vie à ce concept, pour que ce concept soit assez cool. Donc il y avait trop de barrières au niveau de la puissance de la console, et donc le jeu qu'il avait entre les mains n'était pas vraiment, enfin n'avait pas les capacités d'être le jeu qui avait été présenté. Et surtout, un point auquel ils n'avaient sûrement pas pensé au départ, mais c'est que le jeu avait beau être marrant à deux joueurs, et ben il ne l'était plus du tout quand on jouait tout seul. Et ça c'est quand même bête parce que tout le monde n'a pas... Enfin, un jeu Mario doit aussi pouvoir se jouer tout seul. C'est pas un Mario Party ou un Mario Kart. Et donc aussi la dernière partie que j'ai relevée de l'interview, une phrase de Miyamoto, donc je vous la traduis. Miyamoto a regardé la maquette et il a dit il va sûrement falloir qu'on change plusieurs choses. Et donc en fait le concept n'a pas pris. Et le gros problème, c'est que les fans attendaient impatiemment la sortie d'une suite à Super Mario Bros. Donc l'équipe de développement, comme il n'avait pas un temps infini, il devait absolument sortir une suite tout de suite. C'est pour ça qu'en fait, ils ont pris le chemin de la facilité. Et en 1986, ils ont sorti Super Mario Bros 2 au Japon uniquement. Cette date-là, en 1986, Super Mario Bros 2 ne sort qu'au Japon. Et Super Mario Bros 2, en fait, il est pas très original. Parce que globalement, c'est les mêmes musiques et la même physique que dans Super Mario Bros. Les graphismes font dans leur globalité aussi la même chose que dans Super Mario Bros, même si certaines choses ont été un peu, comment dit-on, un peu refaites. Mais il y a par contre un détail intéressant dans le jeu, c'est que les champignons ont des yeux. Et c'est la première fois dans l'univers Mario que les champignons ont des yeux. Et ils les garderont, donc quand je dis les champignons, c'est pas les Goombas, hein, c'est les champignons qui transforment Mario. Et donc ils garderont ces yeux ensuite dans tous les jeux Mario qui viendront après. Et donc il y a quand même quelques nouveautés aussi à part ça. C'est que dans le premier jeu, on pouvait jouer avec Mario et Luigi. Dans Super Mario Bros, on pouvait jouer avec Mario et Luigi. Mais Luigi, c'était exactement le même personnage que Mario. C'est-à-dire que ses vêtements changeaient de couleur, mais il avait la même taille. Et en plus de ça, ses sauts étaient exactement les mêmes. Donc oui, je casse une rumeur que beaucoup de gens disent et répètent, mais dans le premier Super Mario Bros, en tout cas dans sa version originale, c'est peut-être plus le cas dans les remakes, hein, j'ai pas fait le tour de tous les remakes pour vous le dire, mais à l'origine, Mario et Luigi sautent exactement à la même hauteur, à la même distance, et ils se contrôlent exactement de la même façon. Et donc justement, Super Mario Bros. The Lost Level est le premier... Enfin, Super Mario Bros. The Lost Level, j'en ai pas... je vais trop vite, mais en fait, donc Super Mario Bros. 2, la version japonaise, la suite de Super Mario Bros. Sortie uniquement au Japon, pour la première fois, Luigi est différent au niveau gameplay de Mario. C'est-à-dire que quand on prend Luigi, on saute effectivement plus haut, plus loin, mais Luigi glisse plus, il est beaucoup moins maniable. C'est-à-dire qu'il faut
plus de temps pour s'arrêter quand il est parti dans une course, et il peut moins facilement faire demi-tour. Donc une bonne idée bien sûr qui sera gardée dans quasiment tous les jeux, enfin quasiment tous les jeux non, sera gardée dans la plupart des jeux des autres Mario qui suivront. Il y avait aussi plusieurs éléments dans le jeu, plusieurs autres nouveautés. Il y avait par exemple des courants d'air parfois qui gênaient en fait la progression du joueur, c'est-à-dire que parfois quand on se mettait sur une petite plateforme et qu'on sautait, notre saut était soit aidé, soit bloqué par les courants d'air en fait, ça dépend dans quel sens il venait. Et il y a aussi surtout un truc que beaucoup de gens connaissent, c'est l'apparition des champipoisons. Les champipoisons, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait des objets de Mario qu'on trouve exactement comme les champignons, les fleurs de feu ou les étoiles. On les trouve dans des blocs point d'interrogation en fait. Et ils ont exactement le même comportement que les champignons. C'est-à-dire qu'ils sortent du bloc et ils partent dans une direction. Quand ils touchent un mur, ils font demi-tour. Et quand ils tombent dans le vide, ils disparaissent. Sauf que le champipoison, comme son nom l'indique, est quelque chose de négatif. C'est-à-dire que quand Super Mario, donc Mario grand, le prend, et en fait ça lui donne un malus, il redevient petit. Et pire encore, quand Mario petit le prend, ça le tue. Et on peut le reconnaître parce que même s'il a la même forme que le champignon normal, il a des colorations un peu violettes, vertes, je sais plus exactement, j'ai pas le graphisme devant les yeux, mais il me semble qu'il est plus sombre et un peu violet. Et donc en fait, l'intention derrière Super Mario Bros 2, ça a été de créer un jeu qui soit très similaire à Super Mario Bros, mais qui soit beaucoup plus difficile. Parce que pas mal de gens se plaignaient que Super Mario Bros était trop facile, et qu'il était même finissable en juste quelques minutes quand on prenait les Warp Zones. Donc là, Nintendo a voulu sortir un jeu qui serait difficile à finir. Et donc en fait, ça a été une bonne chose parce que le jeu s'est bien vendu. Il s'est vendu à 2,65 millions d'exemplaires sur sa longévité. Et c'est même, fait étonnant, 3 fois plus de jeux vendus que Super Mario World au Japon. Super Mario World au Japon c'est 0,70 000, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment énorme. Mais donc tout aurait pu très bien se passer, on aurait pu avoir un Super Mario Bros 2 au final similaire au précédent, mais le jeu aurait pu sortir comme ça. Eh bien non, tout se complique quand Howard Lincoln, président de Nintendo of America, teste le jeu et le déteste. Donc je vous explique pourquoi en fait. Le jeu l'a énormément frustré. C'est à cause de tous les points que j'ai énumérés au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a les courants d'air qui font qu'en fait le joueur parfois foire ses sauts, mais il les foire pas parce qu'il est mauvais, il les foire parce que le jeu l'a surpris au dernier moment. En fait c'est comme si le joueur avait été trompé par le jeu. Et en termes de level design, c'est une très mauvaise idée de tromper le joueur. Ça peut être marrant de temps en temps, mais sur tout un jeu c'est une mauvaise idée, c'est quelque chose à pas faire quand on fait du level design. Sauf si le but du jeu c'est de faire un jeu impossible, mais le problème c'est que les joueurs qui ont joué à Super Mario Bros 1 ne voulaient pas, parce que c'était quand même les potentiels acheteurs de Super Mario Bros 2, ils n'attendaient pas un jeu qui soit compliqué. Ils voulaient un jeu dans la même veine. Et aussi le champipoison, comme je vous ai dit, c'est un anti-bonus, et donc en gros un malus quoi. Et en fait l'idée même de mettre des malus comme ça, cachés, déguisés en bonus dans Super Mario Bros, ça paraissait une très mauvaise idée pour Howard Lincoln. Donc il refuse que le jeu sorte aux États-Unis et en Europe. Donc le jeu reste au Japon. Et en fait il fait ça. Ça a été quelque part, c'est une bonne idée de sa part, une bonne initiative. C'était qu'il ne voulait pas détruire la popularité de la série Super Mario. Parce qu'à l'époque quand même, Super Mario il naît, sa popularité commence. Et donc en fait, il sentait bien que Mario allait vraiment devenir une icône. Et il voulait pas casser l'image de Mario en cataloguant la série Mario comme étant une série hardcore gamer. Parce que les Japonais sont quand même peut-être que beaucoup de gens seront pas d'accord avec moi, mais pourtant les faits le prouvent, les Japonais sont des joueurs qui jouent beaucoup mieux que nous aux jeux vidéo. Mieux dans le sens où ils arrivent mieux à faire des trucs de fou.
Pour eux, Super Mario Bros. The Lost Level, par exemple, à l'époque, c'est limite un jeu casual. C'est un jeu... Il est pas... Enfin, Super Mario Bros. Le premier, c'est clairement un jeu casual. C'est un jeu simple, auquel on joue de temps en temps. Super Mario Bros. The Lost Level, enfin, Super Mario Bros. 2, c'est donc le premier, en fait, le premier et le seul Mario, d'ailleurs, qui n'est pas vraiment un jeu casual, mais enfin, c'est quand même pas un jeu dur. Enfin, il a ses passages difficiles, mais ce n'est pas un jeu hardcore comme ils ont l'habitude d'en voir. Mais pour nous, occidentaux, Super Mario Bros 2, c'est un jeu hardcore. Donc le problème, c'est qu'il a refusé que le jeu sorte aux États-Unis, mais il faut une suite. Dans tous les cas, il faut que Super Mario ait une suite, sinon les gens vont finir par l'oublier et ça deviendra jamais la licence fructueuse que c'est aujourd'hui. Et donc on va repartir au Japon, pour une petite parenthèse, parce qu'au même moment, il y a Fuji Télé, enfin Fuji TV, c'est en fait une chaîne de... Enfin d'après ce que j'ai compris, c'est une chaîne de télévision japonaise. Fuji c'est le nom de la montagne célèbre japonaise, hein, je vous apprends rien. Et donc cette chaîne était en train de faire un événement en 1987, il me semble, oui. Ils étaient en train de faire un événement, une espèce de festival, pour promouvoir leur chaîne. Et en fait, cet événement était diffusé un peu partout dans le Japon, radio diffusée, télé diffusée. Donc, en fait, Fuji TV voulait que Nintendo, enfin, est allé voir Nintendo pour qu'en gros ils puissent créer un jeu qui leur permettrait de promouvoir leur festival. Et donc la mascotte du festival, c'est une famille de 4 personnages qui s'appelle Imagine Family. Donc je trouve pas vraiment de terme en français pour la traduire, pourtant c'est tout simple, mais en gros c'est, je sais pas, famille de l'imaginaire, famille, je sais pas trop, enfin c'est un truc du genre. Mais c'était la mascotte de leur événement, et donc ils demandent à Nintendo de créer un jeu autour de ces personnages. Mais en gros, ces personnages sont juste des personnages, enfin des mascottes qui viennent d'être créés pour l'événement. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun univers, aucun background. Donc, Nintendo va créer un jeu et va créer tout l'univers derrière ce jeu, juste en exploitant les 4 personnages de Fuji Télé. Et en fait, c'est là qu'on reparle du prototype de Super Mario Bros 2, parce que Miyamoto et Tanabe sont mis sur le projet, et en fait ils reprennent plusieurs idées sympas du prototype, et ils créent un jeu qu'on connaît au Japon, enfin qu'on connaît partout, mais en fait il est jamais sorti en dehors du Japon, qui s'appelle Yume Kojo Doki Doki Panic. Et en fait ce jeu, Yume Kojo Doki Doki Panic, va prendre plein d'éléments du prototype qui avait été fait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, en fait, comme c'est Miyamoto qui faisait le jeu, que ce jeu devait être un jeu de plateforme, Miyamoto a fait tous les efforts possibles pour que le jeu ne ressemble pas trop à Mario. C'est-à-dire qu'il voulait pas qu'en sautant sur un ennemi, on puisse le tuer. Parce qu'il trouvait que c'était la marque de fabrique des Mario, et il voulait pas que les joueurs, en y jouant, se disent « Ah, mais c'est un Mario ce jeu, enfin c'est pas original, ils ont pas fait d'efforts, ils ont juste pris un Mario et ils ont foutu des personnages à la place. » Donc il a essayé au niveau du gameplay de varier, de créer un nouveau gameplay de jeu de plateforme. Donc c'est pour ça qu'en fait dans le jeu, on ramasse des légumes, on ramasse des objets, on ramasse des ennemis, et enfin on leur saute dessus, on les ramasse, et ensuite on peut les jeter sur d'autres ennemis, et c'est le seul moyen de tuer les ennemis. Et donc en fait ça fait que ça reprend l'idée du prototype l'une des idées du prototype de Tanabe, qui était de prendre des blocs et de les poser ailleurs, ou de prendre l'autre joueur et de le jeter. Donc c'est là qu'on retrouve énormément de similitudes entre Yume Kojo Doki Doki Panic et ce qui aurait vraiment dû être Super Mario Bros 2. C'est pour ça que Yume Kojo Doki Doki Panic est en fait c'est un peu la décharge. C'est-à-dire que c'est dans ce jeu que Tanabe, qui avait un peu plus de temps pour développer le jeu, a pu mettre toutes les idées qu'il voulait mettre dans Super Mario Bros 2. Donc quelque part c'est assez ironique, surtout vu le futur de ce jeu. Mais en fait, Tanabe décide aussi d'ajouter, Tanabe et Miyamoto décident d'ajouter juste quelques petits clins d'œil à la série des Mario dans le jeu.
C'est une coïncidence d'ailleurs à l'origine, mais ils décident de mettre par exemple des blocs pots. C'était les blocs qu'il y avait dans Mario Bros. Ils décident aussi de mettre les étoiles qui rendent invincibles, de mettre des pièces, de mettre des warp zones. Enfin tout ça c'était juste des petits clins d'œil pour eux, mais finalement le futur va faire que c'était pas une si mauvaise idée. Et petite parenthèse, la musique a été faite par Koji Kondo. Et Koji Kondo c'est un célèbre compositeur qui a fait des musiques de Zelda entre autres, mais il a surtout fait le thème principal, et les autres musiques bien entendu, de Super Mario Bros, le premier. Donc l'ambiance, enfin l'univers musical est censé quand même se rapprocher, enfin il a quand même la signature d'un Mario. Mais c'est là qu'en fait il y a une subtilité dans le contrat qui a permis à Yume Kojo de Kipanic de naître, c'est que les 4 persos principaux qui ont été créés par Fuji TV leur reviennent. C'est-à-dire qu'ils sont sous leur droit d'auteur. Mais tout le reste du jeu, le scénario, les ennemis, les objets, les niveaux, les mécaniques de gameplay, tout ça, ça appartient à Nintendo. Et bien heureusement pour eux, parce que comme au retour aux États-Unis, comme aux États-Unis il n'y a toujours pas eu de suite à Super Mario Bros, et ben les fans attendent, ils attendent une suite. Et donc en 1988, Nintendo décide de reskiner. Reskiner, c'est changer les graphismes d'un jeu, mais changer que les graphismes. Donc ils décident de reskiner Yume Kojo Doki Doki Panic pour en faire un jeu Mario. Donc les 4 personnages, parce qu'en fait il y avait 4 personnages jouables dans le jeu, et ben ils deviennent Mario, Luigi, Peach et Todd. Et même si le jeu est globalement le même, c'est les mêmes niveaux, etc., il y a quand même quelques différences. En fait, on peut devenir, pour le faire similaire à Super Mario Bros, on peut devenir grand et petit, alors que c'était pas le cas dans l'original. Et d'ailleurs, une petite anecdote sur ça, c'est que le jeu devenait trop facile en fait. Comme il avait été prévu qu'on fasse tout le jeu en étant grand, il y a plein de passages dans le jeu qui devenaient beaucoup trop faciles si on était petit, parce qu'au final, comme on n'avait plus que la taille d'un bloc, et ben on pouvait passer un peu partout sans se faire toucher par les ennemis. Et ça, les développeurs le voulaient pas du tout. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a un truc bizarre avec les sprites des personnages. C'est que les personnages ont de grosses têtes quand ils sont petits. Mario a une tête qui est de la taille de la tête quand il est grand. Et en fait, et ben ça c'était pour faire que le personnage, quand il est petit, et ben finalement il peut toujours se faire toucher. Parce qu'il peut se faire toucher à sa tête. Donc une petite anecdote comme ça. Mais il y a eu aussi quelques changements graphiques. Par exemple, les lampes qui permettaient d'ouvrir des portes vers un univers parallèle, le subspace, deviennent des potions. Il y avait aussi un autre truc, le joueur pouvait ramasser et jeter des masques africains sur les ennemis. Mais comme en fait le jeu risquait de se faire accuser de stéréotypes raciaux, ces masques africains ont été remplacés par des carapaces. Mais oui, parce que la famille du jeu original, en fait, c'était une famille un peu... Enfin, une famille de... Comment on dit ? Une famille d'orientaux, mais ils avaient des turbans comme dans les pays du Maghreb. Et donc, en fait, ils avaient peur que... donc le masque africain et tout ça, c'était un peu pour faire dans cette ambiance orientale, désertique, etc. Et donc, c'était pas du tout une volonté de faire une insulte à la communauté africaine et tout ça, mais les Américains ont préféré pas prendre de risques. Et donc en fait, et voilà, ils l'ont remplacé par une carapace. En plus, pour le coup, ça fait plus Mario. Alors que la carapace ne rebondit pas contre les murs, ce qui est un peu dommage. Et dernier petit truc aussi que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que Phanto, en fait, c'est un espèce de masque qui surveillait les clés. Quand on trouve des clés dans les niveaux, elles sont sur un espèce de socle, enfin elles sont posées sur le sol, et quand on les ramasse, ça active un masque qui s'appelle Phanto, et il nous court après pour en gros qu'on lui rende sa clé. Et dans la version originale, Phanto, le masque, il avait un visage assez... il avait une tête, il faisait pas vraiment d'expression en fait, il avait une tête un peu bateau, un peu bidon. Et là en fait dans la version Mario de ce jeu, Phanto a une tête méchante, mais il a une tête vraiment menaçante. Et ça doit être donc l'une des seules fois que dans un jeu Mario,
Nintendo a volontairement fait créer un personnage qui ait l'air vilain, plus vilain qu'il ne l'était dans sa version originale. C'est sympa. C'est quelque chose de rare dans la saga Mario. Et aussi un autre détail, l'histoire du jeu change beaucoup. Parce que je vous ai pas parlé du scénario du jeu Yume Kojo Doki Doki Panic, parce qu'au final, il fait pas partie de l'univers Mario. Le scénario n'en fait pas partie, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais je vais vous dire juste le scénario de Super Mario Bros 2, parce qu'il est quand même assez méconnu. Surtout au départ. Les gens ont retenu juste ah, c'est un rêve de Mario, alors que pourtant c'est pas vraiment le cas. Mais je vais vous dire dans les détails. En fait, c'est une nuit, Mario rêve qu'il est en train de monter un escalier, et tout en haut de cet escalier il trouve une porte. Donc il ouvre la porte, normalement, et il voit derrière cette porte un monde, mais magnifique, comme il en a jamais vu. Et là il entend une voix très calme, non pas calme, mais une voix très silencieuse, qui lui dit bienvenue à Subcon, le monde des rêves. Et en fait, bienvenue à Subcon, le monde des rêves. On a été envahi par Wart, et à cause de lui, notre monde devient petit à petit un monde de cauchemar, et il faudrait que quelqu'un vienne le délivrer. Et là, avant que Mario ait pu réaliser quoi que ce soit, il se réveille. Donc là, il se dit oh bah c'était qu'un rêve, j'ai pas besoin de m'inquiéter pour ça. Et puis il se rendort, et plus rien ne se passe. Le lendemain il se réveille et il part en pique-nique avec Luigi, Peach et Todd. Et là en fait, alors qu'ils sont à l'endroit où ils devaient prendre leur pique-nique, ils voient l'entrée vers une cave. Donc ils rentrent dans cette cave et ils voient un escalier gigantesque. Ils prennent l'escalier et quand ils arrivent en haut de l'escalier, ils trouvent une porte. Exactement comme la porte de son rêve. Alors ils l'ouvrent tous les quatre et ils se rendent compte qu'en fait le monde de Subcon existe bel et bien et qu'en gros ils vont devoir le délivrer. Et donc ils partent délivrer ce monde, délivrer ses habitants en allant affronter Wart. Et Wart, c'est en fait un espèce de crapaud géant qu'on voit plus aujourd'hui, mais c'était un crapaud géant très méchant qui avait envahi le monde. Et en fait, il y a quelques subtilités quand même sur... je sais pas si je vais vous en parler maintenant. Non, d'abord je vais vous parler de la fin. Donc bien entendu, Mario arrive au boss final, il le bat. Et là, dès qu'il l'a battu, il se réveille dans son lit. Et donc là, il se dit mince, ça s'est vraiment passé ou bien c'était un rêve. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que ce jeu a une suite au Japon uniquement, qui s'appelle sur Super Nintendo, sur l'extension de la Super Nintendo qui s'appelle la Satellaview. Et en gros, donc cette suite qui s'appelle BS Super Mario USA, dedans, Mario retourne au monde de Subcon, où il va parler au roi de Subcon, et le roi de Subcon lui dit que, en gros, le monde de Subcon est effectivement un monde de rêves. Enfin, un monde des rêves, un monde dans les rêves. C'est-à-dire que c'est un monde qui vit dans les rêves des gens, et en fait il vit dans les rêves de tout le monde. Et c'est lui en gros qui assure la stabilité et la pérennité dans les rêves. C'est pour ça que la nuit, les gens rêvent. C'est parce que dès que la nuit les gens rêvent, en fait ils se transportent dans une des régions du monde de Subcon. Et donc en fait quand Mario est venu, et qu'il a battu Wart, en gros il a sauvé l'univers des rêves. Mais il l'a vraiment fait. Donc oui, c'était dans son rêve, mais c'était en fait, c'est là qu'il y a une nuance assez étrange. C'est pour dire qu'en fait les rêves ne sont pas vraiment des rêves, c'est quelque chose qui se passe dans un autre monde. Et donc Mario a rêvé, et quand il a rêvé, en fait, il s'est transporté dans le monde de Subcon, et il a sauvé le monde de Subcon, et donc par là il a sauvé les rêves du monde entier, les rêves des gens. Parce qu'en fait, je dis juste ça pour éviter que les gens me disent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent quand même, Wart ne réapparaîtra plus jamais. Parce que ça oui, je veux bien qu'il ne réapparaîtra plus jamais. Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne réapparaîtra plus jamais parce que c'était un rêve de Mario. Ça ne s'est jamais passé. Eh bien si, je veux dire à tous ces gens que si les événements de Super Mario Bros 2, justement, se sont bien passés. Ils existent bien. Ils font partie du scénario et c'est pas juste Mario qui les a rêvés, basta, on n'en parle plus. Et en fait, un petit truc que j'aime bien raconter, c'est que Subcon a en fait une machine à rêve. Et cette machine à rêve permet de créer en gros de nouvelles histoires dans la tête des gens. Et en fait,
au début de ce jeu qui a été créé, Super Mario Bros. Qu'est-ce que je dis, Wart a volé la machine des rêves et il l'a transformée en machine de cauchemar. Et donc là aussi, je voudrais détruire, un peu casser un mythe, c'est que quand on bat Wart, en fait, et ben Wart déteste les légumes, et donc il y a une machine à légumes dans la salle du combat final, on les jette sur Wart, et en gros ça tue Wart. Et donc les gens, ça le bat, ça le tue pas vu qu'il reviendra après, mais ça le bat. Et donc en gros, les gens disent oui, mais Wart il est stupide parce qu'il met une machine à légumes dans sa salle de trône. Et en fait non, c'est faux, c'est juste que Wart a volé la machine des rêves, et comme il a volé la machine des rêves, il l'a transformée en machine des cauchemars, pour justement foutre un peu le bordel partout. Et donc quand Mario arrive, ou le personnage que le joueur est en train de jouer, arrive dans la salle du trône, et en fait, la machine à cauchemar, qui est toujours une machine à cauchemar, en fait, elle se retourne contre Wart, et elle lui offre des légumes, elle offre des légumes au héros parce que les légumes c'est justement le cauchemar de Wart. Donc en fait Wart se fait avoir par sa propre machination. Mais bref, donc je me suis un peu trop éternisé, mais en gros le jeu sort en Amérique en 1988 sous le nom de Super Mario Bros 2. Et il aura un tel succès qu'il sortira même au Japon en 1992, mais sous un nom un peu différent, parce qu'il s'appellera cette fois Super Mario Bros USA. Et donc en fait, en conclusion, parce que ça fait déjà 30 minutes d'émission, et je me suis pas trop raisonné. Justement, c'est le problème de faire tout ça, de faire toute l'émission d'un coup. J'ai un peu trop bavardé. Mais donc on va conclure maintenant. En fait, Super Mario Bros 2, c'est un jeu qui a énormément de mal à se trouver une réelle identité. Parce que pour les Occidentaux, Super Mario Bros 2, en fait, c'est Super Mario Bros USA, celui dont je viens de vous parler. Et pour les Japonais, Super Mario Bros 2, c'est le jeu qu'on appelle Super Mario Bros. The Lost Level, donc le Mario compliqué. Et donc en fait toute la question, c'est lequel de ces deux jeux est peut vraiment être considéré comme étant Super Mario Bros 2, parce que les fans se disputent beaucoup à ce sujet. Parce qu'en fait, toute la question c'est de savoir si est-ce qu'on peut considérer que Super Mario Bros 2, c'est Super Mario USA, donc le jeu original, mais qui à l'origine n'est pas vraiment un Mario, il n'a pas été développé comme un Mario, même s'il a beaucoup d'idées et qu'il vient d'un Mario, ou est-ce que c'est Super Mario Bros. Lost Level, qui est un jeu très similaire au premier Super Mario Bros, mais qui est trop dur, donc pas vraiment dans l'esprit de ce qui a été fait plus tard. Ou même, est-ce qu'on pourrait considérer que Super Mario Bros 2, c'est pas tout bêtement le prototype qui aurait dû exister si les développeurs avaient eu le temps et une console plus puissante. Donc tout dépend en fait vraiment du profil du joueur. Ceux qui se prennent vraiment la tête devant les jeux de plateforme diront que c'est The Lost Level qui est Super Mario Bros 2, et ceux qui aiment les univers colorés, variés, diront que c'est plutôt Super Mario Bros USA. Et en fait c'est un débat qui n'aura jamais de fin, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Chacun considère le jeu comme il veut, et on peut même se dire pourquoi pas que que Super Mario Bros The Lost Level et Super Mario USA sont tous les deux des Super Mario Bros 2. Mais voilà, c'est un débat assez compliqué. Je donnerai pas mon point de vue, peut-être en commentaire, et moi je dirai pas ce que j'en pense, parce que c'est à vous de vous faire votre opinion. Mais une chose est sûre, on va conclure sur ça, c'est que Super Mario Bros 2, c'est quand même la suite de jeux vidéo qui aura fait couler le plus d'encre. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode du Point Champiculture. Donc il est quand même 3 fois plus long que le premier épisode, j'en suis désolé, mais c'est parce que j'ai voulu faire les choses différentes et qu'au final ça c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et donc j'ai voulu en parler vraiment dans les détails. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est trop long ou que ça a été justement assez intéressant pour que ça se laisse écouter. Donc je sais pas, vous me dites tout ça et j'agirai en conséquence pour mon 3e épisode. Parce que là par contre pour le 3e épisode j'ai un sujet que très très peu de gens connaissent. Je pense que dans le web Mario il y a certainement très très peu de gens qui l'ont remarqué, qui ont fait attention, ou qui vraiment en ont entendu parler un jour.
Donc je pense que ça vous intéressera et j'aimerais que cet épisode soit vraiment, vraiment réussi. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de cet épisode en le comparant, enfin de l'épisode 2 en le comparant à l'épisode 1, pour savoir les bons côtés, enfin les bons points de l'épisode 1 et les bons points de l'épisode 2, pour que je pioche dans les deux et qu'au final je fasse un épisode vraiment, vraiment bien. Donc voilà, merci à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Hein, ça vous permettra de recevoir toutes les nouveautés quand un nouvel épisode du Champiculture ou de mes Let's Play sort. Et voilà. Donc merci à tous encore une fois et salut. Bye.